Bonjour, merci. Merci Martin d'abord de m'avoir convié et de me permettre d'échanger sur cette thématique qui fait partie intégrante de ma vie professionnelle et puis de ma vie personnelle et sportive. Donc voilà. Je prends une petite minute pour me présenter. Donc je suis kinésithérapeute depuis 2010. Je décide directement de venir sur cette belle île de la Réunion. Et comme beaucoup d'entre nous ici, je pense, je me passionne assez rapidement pour la pratique de la course en montagne. Et notamment, je m'oriente du coup vers l'ultra-trail et le grand raid, forcément. Je décide d'orienter ma pratique professionnelle vers d'abord la kinésithérapie du sport. Puis rapidement, je me forme dans les pathologies, le soin et la prévention des blessures en course à pied. Donc voilà, je me forme en 2013, et c'est même plutôt 2014, j'ai fait une petite erreur, mais avec la clinique du coureur. La clinique du coureur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un organisme de formation qui fait référence sur le plan international dans le soin et la prévention des blessures en course à pied. Et je les remercie par ailleurs car ils me mettent à disposition leur support pédagogique, donc je vais en utiliser quelques-uns pour cette intervention. Je continue ensuite à me former et je passe un DU de préparateur physique, ce qui me permettra d'encadrer des groupes d'entraînement, un groupe d'entraînement en trail quelques années plus tard. Et puis je crée en 2016 un cabinet qui s'appelle Terre de Sport, qui est sur Saint-Paul, qui est spécialisé donc en kinésithérapie du sport et principalement dans le soin et la prévention des blessures en course à pied. Et tout récemment, c'est tout frais, on vient de créer avec mon associé Trail Concept. Et Trail Concept, c'est une solution d'accompagnement individualisé du trailer où on cherche à répondre à l'ensemble de ces problématiques qu'il peut rencontrer dans sa pratique, que ce soit du débutant au confirmé. Donc gestion et prévention des blessures en trail, c'est un sujet assez vaste que je vais essayer de synthétiser en 25-30 minutes. Et je vous propose de l'introduire avec une infographie que j'ai tirée de Thomas Laure-Blanchet. Thomas Laure-Blanchet, c'est un kinésithérapeute ostéopathe qui est ancien champion du monde de trail, donc il s'y connaît un petit peu en la matière. Et je suis assez d'accord avec lui pour dire que finalement soigner un coureur en théorie, donc en théorie c'est plutôt de ce que nous dit la science finalement, c'est plutôt simple. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'au cabinet, c'est quand même un petit peu plus compliqué que cela. Et ce qui me rassure, c'est que vous êtes nombreux ce soir, donc c'est probablement que vous êtes un peu d'accord avec moi. Mon but, moi, ce soir, ça va peut-être d'essayer de vous amener à réfléchir, à vous questionner, à amener du raisonnement pour éventuellement vous aider à trouver le bon rail et vous aiguiller dans la bonne direction thérapeutique. Et pour cela, je me base sur un modèle que certains d'entre vous connaissent, qui est l'EBP, l'Evidence-Based Practice, qui nous explique finalement que pour prendre des décisions thérapeutiques, des choix, eh bien, on va pouvoir s'aider d'une part de la science, de ce que nous disent les données probantes de la littérature, et parfois il faudra aussi s'appuyer sur notre expérience clinique, notre expertise, et celle de nos pairs, celle de ceux qui sont spécialisés dans le domaine. Et une part importante qu'il faudra donner aussi aux patients en tant qu'individu, en tant que personne unique, individuelle, qui a des croyances, qui a un passé sportif, qui a un présent sportif, qui a un contexte socio-professionnel particulier et qui a un futur aussi, qui a des objectifs sportifs. Qu'est-ce que nous dit la science déjà ? La science, elle peut nous aider à savoir quel type de blessure il y a principalement, qu'est-ce qu'on peut retrouver principalement en trail. J'ai décidé de partir sur les blessures que l'on retrouve plutôt en ultra trail, comme culturellement c'est quand même le sport numéro 1 ici à La Réunion. Et sans faire un listing complet, on peut déjà regarder au niveau du genou, on retrouve principalement le fameux syndrome de l'essuie-glace, donc syndrome de la bandelette iliotibiale. On retrouve des douleurs d'origine fémoro-patellaire, le fameux syndrome rotulien. On peut retrouver aussi des tendinopathies patellaires, un petit peu plus rares quand même.
Si on remonte un cran au-dessus, on peut retrouver des pathologies qui sont en lien avec les fléchisseurs de hanches, le psoas, des conflits d'abutement par exemple. Et si on descend en dessous du genou, on peut se retrouver avec des tendinopathies d'Achille, des syndromes de stress tibial médial, donc c'est ce qu'on appelle des périostites. On peut se retrouver avec des pathologies en lien avec la dorsiflexion de cheville. C'est des pathologies qu'on retrouve quasi exclusivement sur des courses du Grand Raid ou des courses qui dépassent 100 km, qui sont en lien avec le fait de marcher longtemps. Et c'est le passage du talon à la pose du pied qui, au bout de quelques vingtaines, trentaines d'heures, finissent par mettre en souffrance certaines structures. On peut retrouver également et c'est pas noté, mais on retrouve quand même assez régulièrement des fasciopathies plantaires, des aponevrosites plantaires, dont Benoît pourra peut-être nous en parler apparemment tout à l'heure. Voilà. Ce que l'on remarque, c'est que ces blessures, ce sont principalement des blessures dites de sursollicitation mécanique. Ça veut dire que forcément, à un moment donné, il y a eu un déséquilibre entre le niveau de contrainte, le débit qui est représenté par le robinet ici. Donc, il y a eu un excès de contrainte sur une structure dont le contenant était peut-être pas suffisamment grand pour pouvoir supporter la contrainte qu'on lui imposait. Il y a eu un déséquilibre qui a généré un excès de contrainte sur ce tissu et qui a exposé le coureur à une blessure de sursollicitation mécanique. Cet excès de contrainte, la science et l'expérience clinique et la clinique du coureur nous expliquent que dans une grande majorité des cas, ce sont liés à des erreurs d'entraînement. Du trop fort, trop vite, trop longtemps, souvent trop tôt. Et dans une moindre mesure, il peut exister des facteurs favorisant l'apparition de ces blessures, des facteurs prédisposants, qui sont souvent liés au changement finalement. Donc des changements dans le type de chaussures, des changements dans la technique de foulée, des changements de surface. Tout ça, ça va potentiellement nous emmener à augmenter un petit peu le débit de contrainte sur notre tissu. Et puis, on peut aussi avoir un contenant finalement, donc une capacité à pouvoir la supporter, cette contrainte qui diminue. Et ça peut être lié à des facteurs biopsychosociaux, un manque de sommeil, du stress, de l'anxiété, de la fatigue générale. Voilà. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est très régulièrement lié à une surcharge en lien avec des erreurs d'entraînement. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut classer certains types de blessures en fonction de certains types de stress mécanique, de contraintes, qui sont directement liés à certains types d'entraînement. Et par exemple, je vous parlais du trop fort, trop vite. Eh bien, le trop fort, trop vite, il peut nous exposer à des blessures dites de charge, qui sont au-dessus du triangle. La blessure classique de charge, c'est la tendinopathie d'Achille. Je prends un exemple, ça fait 10 ans que je m'entraîne pour faire du grand raid. Je ne fais pas de vitesse parce que ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas de séance de VMA. Et puis Benjamin il me propose de faire un 10 x 30-30 sur une piste à fond. Je vais probablement m'exposer à une blessure de charge, à une souffrance au niveau de mon tendon d'Achille parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça finalement. Okay. Le trop longtemps, lui, il va nous exposer à des blessures qui sont plutôt liées à la répétition, au volume. Donc, la blessure type, finalement, c'est le fameux syndrome de la bandelette iliotibiale qui nous expose à donc des blessures dites de répétition, notamment dans les descentes. Donc, c'est l'exposition à de la descente prolongée qui peut nous exposer à ce type de blessure. Et typiquement, pour donner un exemple, si je fais du trail court, si je fais du 10 km, je décide de faire le grand raid, je vais potentiellement m'exposer à ce type de blessure parce que je vais allonger mon volume d'entraînement finalement. Troisième catégorie, c'est les blessures qui sont plutôt liées à l'amplitude gestuelle. Exemple type à La Réunion, c'est les tendinopathies des fléchisseurs de hanches. Je prends encore un exemple. Je suis charentais, je suis trailer en Charente, et puis je décide d'arriver à La Réunion. Et puis je me prends d'amour pour ma fat, le maïdo ou le taille beat. Et je vais venir
régulièrement sur les sentiers. Et finalement, mes fléchisseurs de hanches, ils ne vont pas être habitués à supporter des contraintes qui sont liées à la hauteur des marches, par exemple en montée. Et donc, je vais m'exposer à des blessures en lien avec ce problème d'amplitude. Qui dit sursollicitation mécanique dit forcément qu'à un moment donné, il y a sollicitation mécanique. Et pour bien comprendre la sursollicitation mécanique, il faut arriver à comprendre ce qui se passe dans nos tissus quand on met de la contrainte de la sollicitation mécanique. Et pour ça, il y a un principe, c'est le principe de mécanostransduction qui est très bien expliqué dans la littérature scientifique et que la clinique du coureur simplifie et vulgarise. Hop, je vais y arriver. En nous expliquant que finalement le corps s'adapte dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. Pour n'importe quel tissu de notre corps, que ce soit un tendon, un os, un muscle, un cartilage, une articulation, toutes ces structures-là ont une ligne rouge qui correspond à leur capacité maximale à pouvoir supporter une contrainte, un stress mécanique. Si on dépasse régulièrement cette ligne rouge, on va s'exposer à la fameuse blessure de sursollicitation. Et ce graphique, il nous explique que finalement, si dans notre pratique, on expose nos tissus à un stress mécanique qui est caractérisé par la ligne bleue ici, qui correspond à la quantité de stress mécanique que l'on impose à notre corps à un instant T, si cette quantité de stress mécanique, elle est ni trop forte, ni trop basse, finalement, il va se créer un phénomène d'adaptation tissulaire. Notre corps va se renforcer, va devenir de plus en plus tolérant à la contrainte, de plus en plus résistant. Notre ligne rouge va augmenter et on va s'exposer de moins en moins à la blessure mécanique. Si par contre, je ne mets pas suffisamment de stress mécanique, par exemple, je mets ma structure au repos, si ce repos est prolongé, eh bien, je risque de fragiliser ma structure par l'absence de contrainte et m'exposer plus rapidement à des blessures dites de sursollicitation mécanique. C'est pour ça que le repos prolongé, dans le cadre d'une blessure de sursollicitation mécanique, n'est pas forcément le protocole le plus adapté. Là, par exemple, j'ai fait mon 10x30-30 avec Benjamin et finalement, j'ai dépassé ma ligne rouge, je me suis un petit peu exposé et j'ai finalement fragilisé mon tissu. Et si je lui laisse suffisamment de temps pour récupérer, pour régénérer, par exemple en transférant mes activités par du vélo, de la natation, je vais laisser mon tissu revenir à son état initial. Pas de pathologie, tout va bien. Par contre, si j'expose régulièrement mes tissus à une sursollicitation mécanique, là, je vais m'exposer à la blessure, ce qui va se caractériser par l'incapacité à pouvoir pratiquer mon activité physique pendant plusieurs jours. La clinique du coureur a créé un outil qui nous permet justement de doser cette quantité de stress mécanique et de savoir finalement où est-ce qu'on se situe au niveau de la ligne rouge. Elle nous explique qu'on va dépasser cette ligne rouge selon différents symptômes. On va par exemple la dépasser quand on va ressentir des douleurs pendant l'effort, qui dépassent 2, 3 sur 10. Pour un syndrome de l'essuie-glace, on va tolérer plutôt 0 douleur. On va pouvoir dépasser la ligne rouge quand on ressent une douleur plutôt après l'effort, qui dépasse 30 minutes après l'arrêt de mon activité. Ou quand je ressens des raideurs matinales, le lendemain, j'ai du mal un petit peu à me lever, notamment sur les tendinopathies d'Achille. Je mets quelques pas avant de pouvoir marcher normalement. Dans le cadre de souffrances articulaires, je peux avoir un gonflement qui apparaît et je peux avoir aussi d'autres symptômes qui sont plutôt pathologies dépendantes. Tous ces petits signes-là, finalement, ils nous disent quoi? Ils nous disent que, ok, je suis en train probablement de m'exposer à la blessure. Donc ça veut dire que la quantité de stress mécanique que je génère à mes tissus, elle est probablement trop forte. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, il va falloir que je réduise ce niveau de stress mécanique. Il va falloir que j'adapte mon entraînement. Il va peut-être falloir que je coupe un peu le volume, ou alors je peux diminuer mon intensité. Je peux essayer de changer de surface. Je peux alterner marche-course. Plein de stratégies possibles. Si j'ai mal quand je descends, je peux revenir un petit peu sur du plat. Et puis ensuite, l'objectif, ça va être de me réexposer graduellement, spécifiquement, à ce type de contrainte légèrement en dessous, pour créer de l'adaptation tissulaire et pouvoir ensuite revenir à mon état initial, voire devenir de plus en plus tolérant.
Selon moi, cet outil, c'est le principal outil pour prévenir l'apparition des blessures à partir du moment où il est individualisé et personnalisé. Et si j'ai quelques conseils à vous donner pour cela, d'abord écoutez-vous, effectivement, soyez à l'écoute de votre ligne rouge, et j'irai peut-être même un peu plus loin en vous proposant d'essayer de ressentir. Je vous invite la semaine prochaine ou demain à aller courir et à essayer de ressentir ce qui se passe, à essayer d'intégrer cette perception de charge mécanique que vous ressentez sur votre cheville, sur votre genou, sur votre hanche. Allez courir et puis essayez de vous concentrer là-dessus. Posez la montre et puis à un moment donné, essayez d'accélérer peut-être. Et puis vous allez voir, est-ce que je vais solliciter un petit peu plus mon mollet, mon tendon d'Achille et puis je peux essayer de comparer droite-gauche, voir si je sens une différence. Puis je peux m'amuser à augmenter un petit peu ma cadence. Peut-être que je vais diminuer un petit peu les contraintes, la sensation de contrainte que je mets sur mes genoux. Et puis je vais peut-être sentir encore une fois une différence droite-gauche. Et puis je peux m'amuser à aller sur du plat, je peux même m'amuser à aller sur du dénivelé par exemple. Peut-être que quand je vais descendre, je vais sentir un peu moins mes chevilles, je vais sentir peut-être un petit peu plus mes genoux. Et puis quand je monte, finalement, je vais peut-être sentir un petit peu plus mes hanches, peut-être un peu moins mes genoux. Et je vous invite à essayer de vous concentrer sur cette perception-là. Et c'est un avis tout à fait personnel et il n'y a pas de science là-dessus. Mais je pense que c'est un très bon moyen de pouvoir maîtriser cette quantification du stress mécanique et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller chercher les symptômes, justement, et que ça nous permet de pouvoir s'exposer peut-être plus facilement à du stress mécanique individualisé et personnalisé. Donc un deuxième conseil, effectivement, c'est de m'exposer progressivement et spécifiquement aux contraintes que j'impose pour mon activité sportive. Par exemple, si à un moment donné je fais le grand raid, eh bien, il va bien falloir que ma ligne rouge pour mes genoux, elle soit à 10 000 mètres de dénivelé négatif. Il va falloir que je sois suffisamment tolérant, que mes genoux soient suffisamment tolérants pour tenir 10 000 mètres de dénivelé négatif. Et il va falloir que je sois suffisamment tolérant pour tenir 170 km en alternant marche-course, dont pour certains et la plupart une quarantaine d'heures en marchant. Et je vous pose la question, est-ce qu'à un moment donné dans vos entraînements, certains, et vous allez pouvoir répondre en levant la main, est-ce que certains se sont dit je vais faire un bloc d'entraînement dont l'objectif ça va être d'améliorer la tolérance de mon genou à supporter des grands volumes de descente? Ou alors, je vais préparer un bloc d'entraînement qui va me permettre de pouvoir marcher pendant 40 heures sans avoir de problème de releveur, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui ont fait ça déjà? Non. OK. Et est-ce qu'il y en a qui ont préparé un bloc d'entraînement avec pour objectif d'essayer de gagner 10 minutes sur un T-mort ou d'améliorer ma VMA ou d'être plus fort en côte, plus fort en montée? Non, là, c'est sûr, il y en a qui ont fait. Ah, voilà. OK. Ouais. Je suis persuadé, et encore une fois, c'est un avis personnel, peut-être pas pour des gens comme Benjamin, mais pour la plupart d'entre nous, un des facteurs principaux de performance, ça va être de pouvoir être suffisamment tolérant aux contraintes que l'on va imposer à notre corps, que notre capacité à ne pas se blesser et à moins s'exposer à la douleur va être un facteur de performance beaucoup plus déterminant que d'avoir une VMA à 18, 19 ou de monter le T-mort boîte aux lettres en 40 minutes. Et pourtant, l'entraînement, c'est pas toujours ce qu'on fait. Dans le traitement de la blessure, finalement, on peut partir du même suivi. Mais par contre, il va falloir essayer de se poser certaines questions pour justement essayer de prendre le bon rail. La première question, c'est pourquoi? Pourquoi mon coureur, pourquoi mon patient a sursollicité? Est-ce que c'est en lien avec un excès de volume? Est-ce que c'est en lien avec un excès de vitesse? Est-ce qu'il n'y a pas un facteur favorisant, une biomécanique qui soit inadaptée, une faiblesse musculaire? Est-ce que cette sursollicitation, elle a été corrigée ou est-ce que je dois mettre en place des moyens thérapeutiques pour justement enlever et diminuer mon débit de stress mécanique?
faudrait aussi se poser la question de quand, à quel stade je suis de ma pathologie. Si je viens juste de sortir de mon 10x30-30 avec Benjamin, ben, je ne vais peut-être pas essayer de créer de l'adaptation tissulaire, je vais peut-être juste me reposer, je vais y aller cool, je vais adopter des méthodes, un mode dit protecteur, je vais protéger ma structure, je vais la laisser reposer et après je ferai de l'adaptation tissulaire. Par contre, si ma blessure est plutôt ancienne, chronique, eh bien là, il va falloir que j'expose mes tissus à de la contrainte pour les rendre de plus en plus tolérants. Il faut aussi que je me pose la question de combien, quel niveau de stress mécanique je peux imposer à ma structure à cet instant T. Par exemple, si je fais 10 pointes de pied comme ça, j'ai pas mal, ok. Si j'en fais 10 sur une jambe, j'ai pas mal, ok. Si je saute sur 2 pieds, au bout du 10e saut, je commence à avoir des douleurs au niveau de mes tendons d'Achille. Ok, mais je sais où est ma ligne rouge. Donc là, c'est génial parce que je vais pouvoir travailler sur ce niveau de stress mécanique légèrement inférieur pour pouvoir ensuite le rendre plus tolérant. Ça me permet d'avoir des marqueurs thérapeutiques. Une fois que j'ai ça, je peux me poser la question comment ? Quel protocole je vais pouvoir mettre en place pour créer cette adaptation tissulaire ? Et ce protocole, il faut qu'il soit adapté au patient. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le modèle EBP. Si mon patient n'est pas en accord avec le protocole que je vais lui proposer, donc là, on intègre la notion d'alliance thérapeutique, mais il y a peu de chances que ça fonctionne finalement. Ou alors ça va fonctionner beaucoup plus difficilement. Donc il faut vraiment que je prenne en compte son contexte socio-professionnel, comment il réagit aux exercices, qu'est-ce qui pour lui paraît le plus efficace. Et j'irai même plus loin en disant que l'idéal serait que ce soit lui qui puisse créer son propre protocole d'entraînement, son propre protocole thérapeutique. On aurait une alliance thérapeutique qui serait beaucoup plus efficace et on aurait probablement de meilleurs résultats. Et enfin, on peut se poser la question, suis-je efficace ? Est-ce qu'à un moment donné, mes marqueurs de suivi, ils ont progressé ? Si mon patient, au bout de 4 semaines, il peut toujours faire que 10 sauts sur 2 pieds, c'est probablement qu'il va falloir que je change mon protocole thérapeutique. Voilà. Et par expérience, il vaut mieux souvent en faire un petit peu trop, exposer son douleur à son patient. On a souvent peur de le charger et finalement de le réallumer, de réaugmenter ses symptômes. Et du coup, on est souvent un peu pas suffisamment stressant mécaniquement et c'est pour ça qu'il ne progresse pas. Et le pire du traitement, ce serait celui qui ne change rien. Donc parfois, si on l'allume un petit peu, c'est pas grave, au moins on sait qu'on va pouvoir travailler un cran en dessous. Je finirai par conclure que s'il existait une recette universelle, tout le monde pourrait devenir un expert et que je reste assez persuadé que notre décision thérapeutique, elle doit être à l'intersection de ces 3 sphères et que parfois on aura besoin de la science, mais parfois on aura besoin de notre expérience clinique, de notre raisonnement clinique. Et puis très souvent, il faudra quand même qu'on prenne en compte les croyances du patient, son contexte. Et c'est vraiment la prise en compte de ces 3 sphères qui va être déterminante dans notre réussite. Et la dernière diapo, qui est un avis aussi personnel, la compétence d'un thérapeute n'est pas liée à la quantité de connaissances et d'outils dont il dispose, mais plutôt à sa qualité d'analyse, son raisonnement clinique, ainsi que sa capacité à individualiser et personnaliser son traitement au service du patient. Je vous remercie.